vous présente le cas d'une patiente. Ça ne marche pas. Ah, je pensais que c'était ça. Je m'excuse. Donc, je vous présente le cas d'une patiente qui est âgée de 56 ans, qui est aux antécédents d'une maladie cœliaque depuis 2018 sous régime sans gluten avec une évolution partiellement favorable, qui a été hospitalisée dans notre service en septembre 2022 pour une aggravation des douleurs abdominales, une diarrhée profuse avec altération profonde de l'état général évoluant depuis 3 mois. L'examen à l'admission avait montré une patiente très asthénique qui n'arrivait pas à se tenir debout, avec dénutrition sévère, une amyotrophie, des signes de déshydratation extracellulaire et des signes de sidéropénie. Par ailleurs, elle n'avait ni hépatosplénomégalie ni adénopathie périphérique. À la biologie, elle avait un syndrome de malabsorption sévère, une insuffisance rénale fonctionnelle avec hyponatrémie. Donc au total, on est face à des symptômes persistants d'aggravation récente chez une patiente suivie pour une maladie cœliaque avec dénutrition et syndrome de malabsorption sévère. En effet, devant des symptômes persistants au régime sans gluten, la stratégie d'investigation est bien codifiée, et elle fait d'ailleurs l'unanimité entre les différentes guidelines. Et la première étape est de s'assurer du diagnostic initial de la maladie cœliaque. Donc on va revoir les sérologies et les biopsies duodénales initiales, et on pourra éventuellement s'aider par le typage HLA qui a une excellente valeur prédictive négative. Une fois le diagnostic de la maladie cœliaque est confirmé, la deuxième étape consiste à reprendre un bilan endoscopique avec biopsie duodénale à la recherche d'une atrophie villositaire. Si celle-ci est absente, il faudra rechercher activement les diagnostics intercurrents qui peuvent s'associer ou chevaucher avec la maladie cœliaque et expliquer la persistance de la symptomatologie. Par contre, en présence d'une atrophie villositaire, il faudra absolument s'assurer de l'observance au régime sans gluten qui est responsable de la persistance de la symptomatologie chez un malade sur 2. La référence reste toujours un entretien avec un diététicien expert pour dévoiler une éventuelle exposition au gluten, qu'elle soit intentionnelle ou non. Et je vous rappelle ici que la sérologie n'est pas vraiment un moyen fiable pour s'assurer de l'adhésion au régime. Donc, dans ce cas de figure où on est face à une maladie cœliaque confirmée avec une atrophie villositaire persistante au régime sans gluten, après avoir éliminé les diagnostics intercurrents, les autres causes d'atrophie villositaire, l'écart au régime sans gluten, il faudra penser aux complications de la maladie cœliaque et notamment le lymphome T associé aux muqueuses, la maladie cœliaque réfractaire anciennement appelée sprue-réfractaire ou encore la jéjunite ulcérée. Alors, revenons à notre patiente, cette démarche diagnostique, aussi exhaustive qu'elle soit, a été réalisée dans la mesure du possible. Nous nous sommes assurés de son diagnostic initial de la maladie cœliaque. Elle avait une sérologie qui est positive et des biopsies qui ont été compatibles. Nous avons refait la fibroscopie avec biopsie duodénale qui a mis en évidence une atrophie villositaire totale. Nous nous sommes également assurés de la bonne observance au régime sans gluten et nous nous sommes acharnés à éliminer en particulier devant ce tableau très bruyant le lymphome T ainsi que la majorité des diagnostics intercurrents et donc vraisemblablement pour nous le diagnostic le plus probable était une maladie cœliaque réfractaire. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe 2 types de maladies cœliaques réfractaires dont la différenciation est cruciale puisqu'il s'agit d'un pronostic et d'une prise en charge très différents. Et on oppose le type 1 qui constitue une forme relativement bénigne avec une excellente survie à 5 ans au type 2 qui constitue une forme sévère assimilée à un lymphome intraépithélial avec un risque accru de lymphome T. La confirmation diagnostique passe par la caractérisation de la population lymphocytaire intraépithéliale et notamment par la quantification des lymphocytes aberrants avec ce fameux trou phénotypique et dont le taux ne doit pas dépasser les 10% en cas d'une maladie cœliaque active et d'une maladie cœliaque réfractaire de type 1. Par contre, au cours de la maladie cœliaque réfractaire de type 2, ce taux doit dépasser les 20% en cytométrie en flux qui constitue d'ailleurs la méthode de référence, ou supérieur à 50% si ce comptage est fait en immunohistochimie, avec à la PCR un réarrangement clonal du TCR gamma-delta. Donc revenons à notre patiente, on a demandé la relecture des lamanapathes avec immunohistochimie, ce qui nous a permis de retenir le diagnostic d'une maladie cœliaque réfractaire de type 2. Voyons alors ce que dit la littérature à propos de cette entité. Sachez qu'il s'agit d'une situation très rare qui concerne moins de 1% des cœliaques, qui est communément rencontrée chez les femmes âgées de plus de 50 ans, qui est plus fréquente en cas d'un diagnostic d'une maladie cœliaque à l'âge adulte et notamment dans les 5 premières années, avec une plus forte prévalence en Europe par rapport aux États-Unis. Sur le plan physiopathologique, on part toujours de cette interaction entre facteurs génétiques et facteurs environnementaux, ce qui va aboutir à la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires et notamment de l'interleukine 15 qui s'est imposé comme acteur principal qui va orchestrer la destruction muqueuse,
via d'abord une action pro-inflammatoire, une action anti-apoptotique, avec une activation et une expansion continue des lymphocytes aberrants, ce qui va aboutir au final à une entéropathie qui devient indépendante du gluten. Par ailleurs, on a mis également des mutations en JAK1 stade 3 qui vont venir potentialiser la réponse des lymphocytes aberrants à l'interleukine 15. Et au final, lorsque les aberrations chromosomiques vont s'accumuler, on va aboutir au lymphome T. Donc, cette expansion des lymphocytes aberrants va débuter certes au niveau de l'épithélium, mais sachez qu'ils sont capables de coloniser d'autres sites. Ils peuvent avoir une extension intestinale, passer dans la lamina propria, les ganglions mésentériques, coloniser la totalité du tube digestif, ou encore une extension extra-intestinale et passer dans le sang, dans la moelle, dans le cerveau, ou encore coloniser divers épithéliums. Donc, sur le plan clinique, elle se manifeste le plus souvent par un tableau digestif bruyant, comme pour le cas de notre patiente. On peut avoir des signes extradigestifs en rapport avec des localisations secondaires et, fait important à souligner, des formes complètement asymptomatiques de découvertes histologiques ont été rapportées dans la littérature avec un risque accru de lymphome. Sur le plan biologique, c'est également un syndrome de malabsorption sévère. Donc, une fois le diagnostic de maladie cœliaque réfractaire de type 2 posé, quel bilan initial à réaliser? Et là, les guidelines américaines et européennes s'accordent sur la nécessité absolue de réaliser une videocapsule endoscopique. Pour les Américains, elle sera systématiquement associée à une exploration du grêle à type d'entéroscanner ou d'entéro-IRM et en présence d'une éventuelle anomalie, l'entéroscopie à double ballon ira chercher la preuve histologique. Alors, pourquoi les guidelines prennent la videocapsule endoscopique? Celle-ci permet de préciser l'étendue des lésions, la sévérité de l'atrophie, différencier le type 1 du type 2 et surtout de rechercher une complication qui est le plus souvent située au-delà de l'angle de Treitz, notamment la jéjunite ulcérée et le lymphome T associé aux muqueuses. En ce qui est de l'imagerie en coupe, en fait, les anomalies qui sont significativement associées à une maladie cœliaque réfractaire de type 2, c'est la dilatation et épaississement du grêle, la jéjunite ulcérée, l'adénolymphyte mésentérique et l'atrophie splénique, qui permet de distinguer le type 1 du type 2 avec une excellente spécificité et une valeur prédictive négative qui avoisine les 80%. Pour l'imagerie nucléaire, je ne vous apporte rien. En fait, le PET scan fait mieux que le scanner. Et sous nos cieux, en fait, il serait judicieux de le faire en première intention, vu l'accès difficile à la videocapsule endoscopique. Et pour finir avec le bilan initial, est-ce que la recherche d'une extension secondaire est systématique? En fait, le problème ne se pose pas pour l'extension intestinale, puisqu'on réalisera systématiquement un bilan endoscopique complet. La question se pose surtout pour l'extension extra-intestinale, et là, il n'y a pas de recommandation. On va les rechercher en fonction de l'orientation clinique ou en cas d'un fort taux de lymphocytes aberrants. Passons maintenant à la prise en charge thérapeutique. Ce traitement a pour objectif l'amélioration clinique, nutritionnelle, histologique, immunologique et même moléculaire. Et l'objectif ultime consiste à éradiquer cette population lymphocytaire aberrante, seul moyen qui va garantir la diminution significative du risque de lymphome, mais sans le supprimer complètement. Et ce traitement se conçoit idéalement dans un centre de référence expert. Passant à la prise en charge nutritionnelle, et bien qu'il s'agisse d'une entéropathie qui devient indépendante du gluten, donc comme on l'a déjà précisé, on va continuer à recommander vivement le respect strict du régime sans gluten. Et étant donné la dénutrition sévère, la majorité de nos malades auront besoin d'une alimentation parentérale exclusive transitoire. Pour la prise en charge pharmacologique, étant donné la rareté de cette entité, nous disposons de quelques papiers qui rapportent le retour d'expérience dans les centres experts, et seul le traitement de première ligne est consensuel, il repose sur le budesonide open capsule. Alors, ça veut dire quoi, open capsule? Le malade va tout simplement ouvrir la gélule et mâcher son contenu dans le but de distribuer le médicament à tout le grêle depuis le duodénum. C'est le même schéma, en fait, calqué que pour les autres pathologies inflammatoires, mais avec une dégression dans ce cas-là plus lente, et pour la durée, il n'y a aucune recommandation. Donc, ce traitement a montré d'excellents résultats cliniques et histologiques, mais au prix d'une corticodépendance chez un malade sur 2. Pour les autres traitements utilisés en première intention, et notamment la corticothérapie systémique classique, en fait, elle a donné certes une bonne réponse clinique, mais peu de réponse histologique, et surtout n'a pas pu empêcher le risque de lymphome. En ce qui est de l'azatioprine, de la cyclosporine, les résultats étaient non seulement modérés, mais avec surtout cette hantise de surrisque de lymphogenèse. Pour les traitements utilisés en deuxième ligne, en fait, plusieurs alternatives thérapeutiques ont été expérimentées dans des case reports ou encore des séries à faible effectif,
Mais ce qu'on retient, en fait, c'est que les résultats à court terme étaient certes encourageants, notamment cliniques, néanmoins pour les résultats à long terme, ils étaient soit non disponibles, soit non maintenus, et surtout, ils ne permettaient pas de prévenir le risque de lymphome. Donc la meilleure connaissance de la physiopathologie a conduit à des thérapies ciblées qui visent d'abord à bloquer l'interleukine 15, ce qui va par conséquent bloquer la cascade de la destruction muqueuse. Cependant, les résultats étaient très décevants et au prix d'effets indésirables graves fréquents. Néanmoins, plus récemment, un essai clinique qui avait ciblé le JAK1 a montré une restitution ad intégram de la muqueuse duodénale chez une femme qui était en échec de 2 lignes de traitement. Donc ce traitement va-t-il bouleverser la prise en charge de la maladie cœliaque réfractaire de type 2 ? En effet, le premier essai contrôlé randomisé qui vise d'évaluer l'efficacité et l'innocuité de ce traitement a été déjà lancé aux Pays-Bas en 2018 et nous attendons toujours les résultats, donc affaire à suivre. Pour la prise en charge chirurgicale, elle sera réservée pour les complications. En ce qui est de la surveillance, en fait, elle sera clinique biologique tous les 3 mois. On ira refaire les biopsies duodénales avec immunophénotypage à 3-6 mois. Et pour ce qui est de l'exploration du grêle et du PET scan, en fait, il n'y a pas de timing consensuel, ça sera au cas par cas en fonction du jugement du clinicien. Je finis avec le pronostic, et comme vous l'avez bien compris, c'est un pronostic qui est fâcheux, assimilé à un early phase d'un lymphome T avec une survie à 5 ans qui ne dépasserait pas les 50%. Et jusqu'à la moitié des malades vont développer un lymphome T avec une survie à 5 ans qui ne dépasserait pas les 20%. Donc revenons à notre patiente. Elle a eu une prise en charge nutritionnelle d'abord parentérale exclusive vu sa dénutrition sévère, puis mixte, puis orale avec correction de toutes les carences. Pour la prise en charge pharmacologique, on a opté pour une corticothérapie en IV, puis pour le budesonide open capsule avec une antibiothérapie à visée digestive. En la revoyant à 6 mois, l'amélioration a été spectaculaire, tant sur le plan clinique que biologique, avec prise de 30 kg en 6 mois et reprise de quelques activités de la vie quotidienne avec une normalisation totale de tous les paramètres biologiques. Néanmoins, sur le plan immunologique, on n'a noté aucune amélioration. Et on est actuellement face à un dilemme et on est en train de discuter soit de continuer le budesonide, puisqu'il y a toujours cette possibilité de réponse retardée, ou encore de tenter la piste de la vitamine D à forte dose. Et je vous remercie. Merci beaucoup.